L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, de quoi veux-tu parler ce soir ? Premier point, Bentaleb. Forcément. Parce que c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé ce soir. Vraiment, je connaissais l'histoire et puis surtout, j'en avais parlé avec le staff des Lillois et tout ce qu'ils ont fait pour qu'ils reviennent. Et je suis On avait vraiment parlé content avec Olivier Létang quand il est venu. Absolument. Et, Olivier Létang m'en a souvent parlé et ils doivent être vraiment tous contents. Genesio et tout le staff. C'est vraiment un très très grand moment. Point 2, j'enchaîne avec la victoire des Lillois absolument méritée. Et le point 3, il y a eu beaucoup de matchs aujourd'hui. J'ai bien aimé la victoire de ton équipe, Strasbourg, la plus attendue lyonnaise à Montpellier. Et il y avait un énorme match en Italie, Juve et Inter, avec Johan va nous en parler tout à l'heure. Mais c'est peut-être le plus gros match de la Juve depuis le début de la saison, en tout cas peut-être le plus important. Un virage important dans l'histoire de ce club qui se reconstruit. Dans la page européenne, avant que tu donnes tes 3 points. Il a changé une partie du visage de cette équipe, mine de rien. Dans la page européenne, avant que tu donnes tes 3 points. C'est vraiment un très gros match. J'aimerais quand même qu'on parle un peu du Real aussi, parce que la dinguerie de l'arbitrage prend des proportions folles. C'est en train de devenir fou. On en reparlera, on en dira un mot tout à l'heure. Flo, tes 3 points. Ouais, je m'associe sur le premier point sur Bentaleb, mais donc je ne vais pas faire le même. Mais c'était vraiment un moment incroyable. Non, on a vu dans ce match là où Rennes en était aussi. Ça fait très très mal à nouveau parce que bien sûr tu as toujours le choc psychologique, l'invincibilité qu'il y avait avec Habib Beye, mais là tu reviens à la réalité, c'est-à-dire que quand tu joues une vraie équipe, et j'avais dit dans un point récent que j'étais pas inquiet pour Lille parce qu'il y a un fond de jeu, il y a des certitudes, il y a un niveau tel que le 2-0, même si c'est en infériorité à la fin, est normal. Donc beaucoup de boulot pour Rennes. Et puis beaucoup de bonnes choses côté lillois parce qu'il y avait quand même des absents importants, notamment Jonathan David. Le point 2, c'est les 2 victoires de Lyon et Nice qui font écho à celles d'hier de Monaco et Marseille avec des écarts importants. On en reparlera peut-être à un moment donné. Il y a eu beaucoup de buts ce week-end. Ouais, beaucoup de buts et des écarts qu'on ne voyait pas tout le temps dans ces matchs-là. Donc ils ont fait le job, encore une fois, comme hier, je l'ai dit, pour Saint-Etienne, pour Monaco et Marseille. Après, ces écarts, il faudra analyser. Mais on est en train de tomber dans un championnat très de vitesse qui rappelle un peu les championnats parfois néerlandais. Enfin, je voulais en parler avec Kevin notamment, mais c'est un point peut-être qu'on développera demain soir, par exemple. Et puis le 3e point, je vais juste dire un mot d'Angers, parce que par rapport à tout le bas de tableau, Angers a gagné à Reims, vous avez suivi le match, un péno raté, Reims ça va pas du tout, mais Angers est 11e. Et par rapport à toutes les équipes dont on parle pour le bas de tableau, c'était pas une évidence de voir Angers au début de la saison s'en sortir comme ça, à la fois en classement et dans le jeu. Et donc je sais qu'on n'aura sans doute pas trop le temps, mais je voulais juste dire que du jeu fait vraiment du bon boulot, et que c'est mérité, on l'a déjà dit là récemment, et Angers fait de bonnes choses. Bon, et on dira aussi un mot d'ici minuit de ce qui se passe à la Ligue, parce que ce week-end, il y a clairement fissure au sein des présidents. Ça sera plus demain soir. Peut-être, mais je fais un truc parce que je vois un message, puisque Daniel dit souvent qu'il faut faire attention. Sur Benasser, Flo, on attend tes excuses pour Benasser. Alors, je vais absolument pas m'excuser. Excuse de quoi ? Non, mais je vais expliquer ce qui s'est passé. Non, mais c'est très intéressant, parce que j'ai dit un truc très très banal quand tu parlais de, je sais plus de quel sujet la semaine dernière, et j'ai fait un point vraiment très naturel, et j'ai dit, tiens, Benasser, il joue en collant. Moi, je déteste ça quand il fait pas très froid de voir des joueurs qui jouent en collant. Qu'est-ce que j'avais pas dit ? Parce qu'apparemment, c'est pour des raisons religieuses qu'il joue en collant. Et je ne le savais pas. Donc, j'ai reçu... toi, t'as juste fait le coup des vieux cons quand on était gamin. Tu joues pas en collant. Comme a dit Awara, je lui disais joue pas avec tes gants. Joue pas avec tes gants. En été, quand il fait 30 degrés. Bon, enfin, bref, lui, c'était appris une histoire de superstition, je sais pas quoi, peu importe. Donc, je dis juste. Non, mais je me suis pris une petite marée. Mais c'est pas très grave. Je trouve que c'est très intéressant. Il y a des joueurs musulmans qui jouent en collant parce que. Très bien, très bien. Alors, je ne le savais pas. Évidemment, tous ceux qui me connaissent. De l'islam, on doit pas voir les genoux. Pourquoi pas ? C'est très bien d'en reparler parce que les mecs qui te disent tu t'excuses. Spécialiste, mais c'est on sait très bien pourquoi tu dis ça. Non, on sait pas très bien pourquoi je dis ça. Je l'ai dit banalement parce qu'il faisait pas froid à Angers. Je me suis dit tiens, je suis surpris de voir ça. J'avais pas remarqué qu'il jouait en collant tout le temps d'ailleurs. Je sais pas si c'est le cas depuis longtemps. Bref, ça n'a rien à voir avec ça. C'est quand même incroyable que tu sois obligé de dire bon alors je suis obligé parce que tu vois les mecs, on attend tes excuses. Donc zéro excuse, je vous le dis tout de suite. J'ai dit ça parce que je pensais qu'il faisait suffisamment doux pour jouer avec un collant. 50 ans et qui fait partie des types qui quand j'étais gamin au foot faisait chier le monde avec ces histoires là. De t'as pas le droit d'avoir froid même quand tu cailles par exemple.
un mec qui joue en survêt, et même avec toi en foot loisir. Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais qu'est-ce que tu fais chier le monde avec ça? Moi, les mecs qui me faisaient ça m'énerve. Mais c'est encore maintenant, moi, en tennis, je joue tout le temps hyper couvert. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Genre, le gars, il fait du sport, il faut montrer. Flo a raison sur un point. Tu sais, il y avait les profs qui arrivaient, ils disaient le froid, c'est un état d'esprit. Les mecs, c'était les mêmes à l'armée qui disaient si t'as froid, t'as froid. Les joueurs comme ils veulent. Donc c'était juste. Mais toi, cette génération, j'en ai connu, des mecs comme toi. Non, mais alors, moi, je déplace le débat, si je puis me permettre. Le collant, moi, ça me gêne pas, mais le survêt, c'est pas possible. Comment ça, le survêt? Au foot, il y a des mecs qui jouent carrément. Faut que ce soit cohérent. Oui, faut que tout le monde ait les mêmes chaussettes, le même short et c'est à l'époque où il y avait le collant et les mêmes maillots. Le collant n'était pas très répandu quand on était gamin au foot et souvent les mecs ils mettaient le survêt avec les chaussettes par-dessus. Non mais j'avoue que même je vais te dire carrément, même en running où je me couvre notamment le haut du corps et avec des gants quand il fait très froid, je cours toujours en short. Oh là là, les vieux principes des années 70. Voilà. Mais c'était pour clore cette polémique qui n'a pas lieu d'être. Dans les poncifs, le froid, c'est l'état d'esprit. Moi, j'avais un prof de gym, il disait il n'y a pas de mauvaise température, il n'y a que les mauvais vêtements. Voilà. Tu fais ce que tu veux avec ça. Ouais, non, mais je sais, des trucs comme ça, j'en entends. Mais... Ouais. Bon, bah voilà. Bon, alors, effectivement, Bentaleb, quelle histoire. Génial. Je rappelle quand même que l'été dernier, malaise cardiaque lors de l'entraînement. Bon, en gros, on va pas se mentir, il a failli y passer. Hein, donc, derrière, on l'a donné perdu pour le football. Première étape, c'est j'ai failli y passer. 2, je ne jouerai plus au foot. Exactement. Donc, derrière, il s'accroche. Le club le soutient. Alors, il y a eu différents protocoles, et Olivier Letton nous avait expliqué ça. Ils sont allés voir ce qui se fait à l'étranger, notamment en Angleterre, ce qui a été fait avec le Danois Eriksen. Et le club aurait pu, à un moment, dire écoute, laisse tomber, quoi, en fait. De toute façon, en France, il y a des protocoles. C'est selon les pays. En Italie, par exemple, c'est très, très strict. C'est peut-être le pays le plus strict. C'est bien de dire ça parce qu'en France, c'est également moins light qu'ailleurs. Et Lille était un peu emmerdé parce que il y avait des chances qu'il ne puisse pas rejouer juste par rapport au protocole français. Tout à fait. Et Olivier Létang a beaucoup bossé là-dessus pour trouver une solution par rapport à ça. Donc on lui a installé un défibrillateur comme Eriksen. Il y a d'autres joueurs qui en ont, ça existe en Belgique, notamment sur des joueurs de plus petit niveau. Et donc l'histoire effectivement extraordinaire, c'est que Bentaleb a repris l'entraînement il y a quelques semaines, qu'il y a eu une conférence de presse il y a quelques jours à peine, disant voilà, il est de retour, il sera dans le groupe, et évidemment on vous explique médicalement comment tout ça est encadré, comment tout ça est maîtrisé en fait par un panel de spécialistes, et que Bentaleb sera suivi de très près dans les semaines qui viennent par ces spécialistes. Donc la prise de risque est évidemment minimale le concernant, sinon les médecins n'auraient pas donné leur accord pour qu'il reprenne. Et donc ce soir, il rentre et il marque le premier but lillois, donc évidemment c'est dingue. Il n'avait jamais marqué pour Lille, en plus, qui est son club, parce que c'est un vrai Lillois. Ouais, vrai Lillois. Et il avait eu un hommage, un retour à l'entraînement assez sympa, avec applaudissements de tout le club, ses copains, ses joueurs, mais pas seulement, tous les salariés présents là-bas. Franchement, c'est génial parce que à une époque, on s'était dit avec Eriksen, c'était terrible cette image, mais tu vois le gars rejouer, tu as Blint aussi qui rejoue, je crois, avec le même système. D'abord, c'est plein d'espoir pour plein de gens avec qui cette pathologie peut arriver, ce problème-là peut arriver. Et puis après, l'histoire ce soir, elle est dingue parce que effectivement, il marque 4 minutes après être entré. Et un but important parce que Lille n'avait pas fait la différence à ce moment-là. Alors, si je puis me permettre, un conseil, quand vous avez passé 40 ans, test d'effort. Quel que soit le sport que vous faites. Déjà fait, t'inquiète. Mais après, il faut refaire. Tous les 3 ans, Daniel. Faut que je refasse. Test d'effort, c'est vite fait. Prenez rendez-vous chez un cardiologue. Il vous fait monter sur un vélo. Je vais le refaire. On vous prend les données cardiaques et le cardiologue vous dit c'est bon, go, tu peux y aller, t'es tranquille. Moi, mon test d'effort, c'est un débat sur Luis Enrique avec Daniel dans l'after. Normalement, si je sors bien, l'électrocardiogramme. Je prends mon pouls après. Si je suis à 80, c'est que je suis encore pas mal. Bon, voilà. Voilà pour cette parenthèse Bentaleb. Bon, on va peut-être l'entendre un peu plus tard. Le match, si on va y revenir, on avait dit, je crois jeudi, c'était un des matchs qu'on avait envie de voir ce week-end pour une raison simple. Je trouve qu'il se détachait des autres parce que Rennes, on voulait savoir ce que réellement ils pouvaient espérer dans leur redressement avec l'arrivée d'Habib Beye. Il y avait eu 2 victoires. Et là, se présentait un match forcément sur le papier beaucoup plus difficile. Mais comme Lille n'allait pas très bien, c'est en ça que le match était intéressant. Sur ce qu'on a vu, il n'y a pas photo. Lille s'est montré largement supérieur, tout en étant extrêmement maladroit. Et forcément, quand tu vois ça,
te reviennent pleines de réflexions qu'on fait sur les équipes qui jouent pas bien, qui jouent bien. Lille, ça joue bien, mais on n'enlèvera jamais, même quand une équipe joue bien. Et évidemment, je fais un parallèle parce qu'on a également vu la Juve et ce soir contre l'Inter. Il y a encore 2 mois, l'Inter gagnait probablement ce match sans souci, mais ça change la vie quand tu as un joueur offensif qui est bon. Lille, en ce moment, David est en baisse de forme. Joe David n'était même pas là. Zegrova a disparu. C'était des mecs qui faisaient des grosses différences dans cette équipe quand même. Là, maintenant, il faut jouer avec Bakker, attaquant, Haraldsson, qui est plus un milieu de terrain, un numéro 9 qui vient d'arriver à Akpom et qui n'est pas le plus adroit de tous les attaquants, même s'il a beaucoup de bonne volonté, s'il bouscule, s'il bouge et tout. Hein. Ouais, techniquement, c'est un peu faiblard quand même. Donc, c'est que même quand tu joues bien, si t'as pas devant les gars pour aller t'enfiler les buts, tu peux toujours chialer sur tous les matchs où tu joues bien, où tu t'es créé les occasions, où tu sors avec une bonne copie et tout. À un moment, il faut y aller. Et Lille, je trouve, ces derniers temps, butait un peu là-dessus. Le match, on le voit, il domine au milieu, il récupère les ballons plus vite. En dehors des 10-15 premières minutes où Rennes a essayé de mettre un gros pressing pour montrer qu'ils étaient là en mettant beaucoup d'impact. Ok, très bien, mais une fois que Lille a pris le ballon, c'était fini. Il y a une différence à tous les niveaux. On parle d'une équipe qui joue à la Ligue des Champions et une autre qui est dans le bas du classement. Néanmoins, il fallait les mettre, les buts. Et l'histoire a voulu que ce soit Bentaleb qui mette. Mais c'est venu récompenser une domination incontestable. Moi, je trouve quand même que Lille fait un très très bon match, effectivement, parce que, comme tu l'as dit, j'ai dit dans mon point, je pense que ça a remis un peu l'église au centre du village. Rennes, effectivement, n'est pas l'équipe, même contre Strasbourg, Rennes aurait pu perdre. Et Bay, d'ailleurs, l'avait reconnu assez justement. Donc, il faut vraiment se mettre au clair, même si l'équipe est meilleure, et même si Bay a fait une organisation qui est meilleure, avec ce pressing, avec, on va dire, c'est une équipe qui a de l'intensité, qui est bien organisée. Ok, ils prennent moins de buts, parce que là, ils en ont pris 2 en infériorité, mais ils étaient sur 0 but, 2 clean sheets, et ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. C'est ça le positif. Par contre, offensivement, c'est nul. Même Blas qui a fait 2-3 trucs, il fait les mauvais choix derrière. Donc en gros, il n'y a pas grand-chose à retirer sur les premiers matchs de Bay. Donc ça, c'est un vrai dossier. Parce quand tu reprends l'équipe d'abord, il fallait redonner du caractère à cette équipe. Mais attention, juste qu'il a changé quand même. Après, on y reviendra sur Rennes, mais juste qu'il a changé marche globalement. Sur Lille, le gardien, le mercato, la défense et même le milieu, c'est mieux. Devant, c'est pas bon. On y reviendra. Juste sur Lille. Moi, j'avais dit que j'étais pas inquiet là récemment dans un avis tranché, parce que je pense que ils sortaient d'une mauvaise passe. Ouais, mais parce que j'avais parlé de ces séries qui leur étaient déjà arrivées un peu très courtes où ils ont des soucis, parce qu'il faut réveiller cette équipe. Et moi, ce que je trouve très positif ce soir, c'est justement qu'en l'absence de Cabella, de David, donc de Zegrova, c'est de plus longue date. Avec l'équipe qu'ils ont ce soir, et qui est quand même une bonne équipe, bah justement, ils reprennent la main sur le match après s'être fait un peu secouer pendant 10 minutes. À partir de là, effectivement, tu as l'équipe Ligue des Champions qui a des sorties de balles, du jeu de passe qui est magnifique. Et surtout, je trouve qu'ils ont été bons dans les deux périodes, c'est-à-dire dans le jeu intérieur, ils ont mangé Rennes au milieu dans la première partie du match. Bay a compris le truc, il a changé en faisant rentrer Fofana, il a musclé le milieu, et là ils sont partis sur les côtés avec Sahraoui, et des deux côtés, déjà côté gauche ça passait bien avec Bakker et Sahraoui. Donc je trouve que dans le jeu intérieur, dans un premier temps, très fort, dans le jeu extérieur, dans un deuxième temps, très fort aussi. Et moi, contrairement à Daniel, je dirais qu'avec ces joueurs-là remplaçants, entre guillemets, Akpom, en dehors de son penalty mal tiré, c'est une tête sur la barre, c'est le but à la fin, c'est quand même beaucoup de propositions. Bakker sur le côté gauche avec Ismaili, ça a été très fort. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées très bonnes. Et moi, j'ai trouvé rassurant de se dire, ce que je dis un peu dans mon avis tranché l'autre fois, il y a des certitudes dans cette équipe. Genesio, il s'appuie sur quand même quelque chose qu'il a construit, dans lequel il a inclus plein de joueurs différents. Et même s'il y a deux, trois petits loupés qui sont parfois plus en termes de concentration ou de motivation peut-être, ou de fatigue, je trouve quand même que là, ce soir on a vu. Et Rennes a vu en face, en miroir, ce qu'il n'était pas encore, quoi. Ce qu'il est loin d'être cette saison. Alors je précise quand même, parce qu'on ne l'a pas dit, mais au niveau classement, on commence à s'approcher doucement de la fin, les gars. Il reste 12 matchs. Et Lille est à 2 points du podium des 4, le fameux podium de 4 qui t'amène en Coupe d'Europe. Et on sait que la course à l'Europe est
crucial quand on voit l'argent que ça génère désormais, que des clubs comme Brest, par exemple, ont gagné en Ligue des Champions cette année plus que leur budget. Donc l'importance cette année de jouer la Coupe d'Europe est encore décuplée, maintenant qu'on connaît ces nouveaux revenus liés aux Coupes d'Europe. L'Europa League aussi rapporte beaucoup. Donc la course à l'Europe va être très importante, bien sûr, d'autant qu'en Coupe de France, bon, bah, il y a peut-être une place qui peut se libérer en championnat, vous voyez. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes. Donc, il faut regarder maintenant les classements tous les dimanches soirs. Aujourd'hui, étant donné la situation de notre foot, il y a beaucoup d'équipes qui misent et qui ont raison de miser sur la Ligue des Champions. Parce que c'est là qu'il y a l'énorme rentrée d'argent. Donc aujourd'hui, entre terminer 4e et 5e, il va y avoir un gouffre. Et un gouffre. Alors attention, l'Europa League, ça rapporte aussi quand même beaucoup. Hein. Ouais, alors, c'est pas comparable. Lyon te dit, rappelle-toi ce que nous a dit. Je sais très bien. Mais en fait, c'est le second choix. Évidemment, mais enfin, tout de même, c'est bien. Oui, mais aujourd'hui, tu vas avoir. Marseille, c'est devenu vital, mais eux, ils vont l'attraper. Lille, ce soir, s'ils ne gagnent pas, ils commencent à glisser et d'un coup. Ils ont le souffle de Lyon derrière. Voilà. Lyon est dans le coup, Lille va être dans le coup. Strasbourg relance son pas si loin. Nice, c'est l'invité surprise. Nice, c'est l'invité surprise. Ils n'étaient pas prévus pour ça. Mais forcément, au club, on doit se dire putain, si jamais on arrive à faire ce truc-là, d'aller attraper la Ligue des Champions, tout ça, c'est en train d'exciter beaucoup parce qu'on a la catastrophe économique de notre football et c'est la voie royale pour se refaire la cerise. Parce que on est dans un championnat qui est en train, Flo a fait un début d'analyse là-dessus, qui peut ressembler à ce qui se passait au Portugal. On n'a jamais eu des écarts pareils. Les droits internationaux, l'argent est vampirisé par les clubs européens. Ça peut ressembler au championnat néerlandais, portugais, où on peut avoir des gros scores, des 5-0, des 7-1, un peu comme on a eu ce week-end. C'est peut-être le prémisse de ce qui peut se passer l'année prochaine, mais dans 2 ans, si on ne rétablit pas un peu d'argent via droit télé. On est quand même dans la merde dans notre football. Donc là, après, le paradoxe, c'est que ça donne des matchs où ça peut donner lieu à de vrais bastons sur le terrain pour aller choper ces places européennes. Donc, relever un peu l'intérêt. C'est le paradoxe, t'es pauvre, donc tu te bats parce que tu as moins de confort sur tes droits domestiques pour aller chercher l'oseille là où il est. On va parler de Rennes plus longuement dans quelques instants, mais pour le moment, nous avons Hugo qui est là, qui est supporter du LOSC. Salut Hugo. Salut Gilbert, salut Florent, salut Daniel. Bon, Hugo, j'imagine que tu es ravi de rester collé là au bon groupe pour décrocher les Ligues des Champions. Ah bah oui, effectivement, parce que surtout vu la reprise en main de David Bey et des deux derniers bons résultats, ça avait tout du match piège, surtout que nous on n'était pas du tout sur une bonne dynamique. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que oui, peut-être que l'équipe, sur certaines phases, en tout cas offensive, pouvait manquer de justesse. Mais en tout cas, j'ai vu dans l'état d'esprit une équipe qui était venue pour se rattraper, qui était venue pour faire mal. Dans l'état d'esprit, surtout dans la création d'occasions, que ce soit en transition ou sur les attaques placées. En tout cas, j'ai vu une équipe qui a essayé de faire mal. Par rapport à Chouba Akpom et ce qu'avait dit Daniel, enfin, en effet, c'est peut-être pas l'attaquant le plus agile de tous, mais en tout cas, je pense que c'est une doublure sur ce qu'il a montré sur les 2 premiers matchs. Absolument. Beaucoup plus fiable que Bayo. Oui, je suis d'accord. Et puis c'est un mec sur le terrain, il donne énormément. Il y a une grande générosité chez lui. Il y a une grande générosité et puis il y a quand même 2-3 actions qu'il y a eu sur ce match-là et puis même sur les matchs d'avant, qui laisse penser qu'en tout cas, il pourrait être une vraie bonne doublure de David. Et au-delà de ça, et au final, c'est pas plus mal qu'il y ait eu des temps de pause et la pub, parce que j'étais un petit peu sous le coup de l'émotion. Mais moi, l'image de Nabil Bentaleb, qui est honnêtement mon joueur préféré, c'est une image qui restera peut-être dans ma vie de supporter de foot, parce que franchement, je trouve que l'image, elle est vraiment extraordinaire et que, comme disait Walid justement à DAZN, pour moi c'est une leçon de vie en fait. C'est une leçon de vie ce qui s'est passé ce soir et que, en plus justement, je pense que Daniel a entendu plusieurs fois que c'était le genre de joueur qui te plaisait surtout l'année dernière à Lille. C'était l'un des meilleurs la saison dernière. Oui. C'était. Là, je vais même te dire, c'est pour moi là maintenant, c'est pour la deuxième partie de saison une recrue vraiment de poids pour l'OL. Pour le LOSC. Pour le LOSC, pardon. Excuse-moi. Oui, non, c'est une vraie recrue pour Lille de le récupérer là maintenant, parce qu'au milieu de terrain, c'est un joueur hyper important. Alors, il se trouve que pendant qu'il n'était pas là, il y a eu des révélations, et notamment Boadi qui a ce soir encore fait, même si au début de match, il y a eu pas mal de ballons perdus, mais ce jeune joueur
est quand même assez impressionnant, quoi. Tout jeune, avoir autant de personnalité au milieu de terrain, c'est vraiment intéressant, ce que Lille a réussi à trouver justement en l'absence de Bentaleb. Mais le fait qu'il arrive, ça propose une solution supplémentaire. Tu vas récupérer, je sais pas si les Zegrova vont le récupérer un jour ou quoi. On n'arrête pas de dire il va revenir jamais. Bon bref, Joe David n'était pas là. Un peu moins. Tu as un 8e de finale de Ligue des Champions à jouer, tu as un podium des 4 à aller chercher, tu vas avoir besoin de tout le monde à Lille parce que j'ai l'impression que la bagarre jusqu'à la fin de saison elle va être assez rude, là je le disais tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'équipes, là c'est un peu à la vie à la mort pour aller choper ces places-là. Ce que je trouve intéressant, moi, alors on l'avait dit d'ailleurs, et c'était pour ça que j'étais pas spécialement inquiet pour Genesio, c'est qu'il a eu l'intelligence un peu, on va dire à la Luis Enrique, d'étoffer et de faire tourner son groupe, ce qui fait que là, ce soir, tu as cité Boady, Daniel, Mouko. Il y avait Mouko aussi. Mouko, titulaire. Tu avais Boady. Tu avais Ismaili, il jouait pas tout le temps en début de saison. Il a été très bon et il a été excellent dans son couloir gauche avec Bakker. Tu as Pomme qui n'était pas l'attaquant au début, donc c'est quand même une équipe. C'est comme s'il avait fait tourner, parce qu'il a été obligé là en partie, comme il l'a fait, je l'ai dit déjà dans la saison avec Bappé, le frère Bappé, etc. Donc voilà, s'il a fait tourner ce soir, c'est peut-être aussi il sortait de 2 défaites. Non, mais il y a les absences, mais il y a aussi peut-être aussi des messages. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a su. Il n'a pas joué dans la semaine. Dans sa montée en puissance, dans le système qui est celui de Lille, dans les certitudes qu'ils ont dans le jeu, il a su y intégrer tous ces joueurs-là. Et aujourd'hui, Sahraoui, c'est un excellent joueur. Là, il est entré, mais il est parfois titulaire. Boady, excellent. Il a fait des sorties de balles, Boady, de l'arrière, avec beaucoup de calme, beaucoup d'assurance. Je pense que ce qu'on a vu ce week-end avec toutes ces équipes fortes, on va dire, du haut de tableau, qui ont gagné assez brillamment, comme Marseille, comme Monaco, même comme Lille, on a vu la touche technique et ce que ça pouvait apporter. Parce qu'on voit des bouillies, parfois on voit des choses terribles, et on voit aussi des joueurs en Ligue 1, et Marseille apporte cette touche technique avec des Nasser. Il y a une vraie touche technique. Et il y a plein de joueurs ce soir, tu vois, la façon de jouer de Lille dans ce couloir gauche, même Bakker, tu vois, qui pour moi est sous-coté, c'est un joueur incroyable dans le championnat de Ligue 1 cette année. On a parlé de Madi Camara à Brest, il y a des tas de joueurs intéressants. Et là, tu vois quand même que toutes les équipes qui ont gagné assez brillamment, comme Marseille hier, Monaco, voilà, il y a une touche technique supplémentaire, un supplément d'âme dans ces équipes-là. Et moi, je suis content que ce soit aussi avec Genesio et avec des jeunes, parce qu'ils font le taf. Boady, je suis désolé, voir un joueur comme ça, prendre ses responsabilités, avoir autant d'aisance. Surtout, on n'en voyait pas. Moi, je me souviens, il y a 10 ans en Ligue 1, c'était plus compliqué. Au milieu de terrain, on sortait beaucoup de joueurs très forts physiquement, mais pas techniquement, habiles comme ça, des gamins de 17 ans, capables d'avoir de la personnalité, de ne pas avoir peur de dribbler un mec au milieu, de jouer vers l'avant. Mais ça, quand on avait un qui faisait une passe vers l'avant, où évidemment, on est obligé de prendre cet exemple-là qui revient tout le temps, même Villa à l'époque à Rennes, mais on avait l'impression qu'il était unique. Il y en avait d'autres, je veux bien, évidemment, mais quand on avait un qui faisait une passe vers l'avant, je me souvenez les années Sentinelle, quand on parlait tout le temps de Sentinelle, la Sentinelle, il suffisait de mettre n'importe quel bourrin devant la défense et les équipes de Ligue 1 étaient rassurées. C'est Laurent Blanc qui avait inventé le terme. Là, devant la défense, avec son symbole absolu, t'as des mecs qui sont tous capables de faire des passes vers l'avant, qui sont capables de franchir une ligne ballon au pied. C'est intéressant. On a tellement dit, le nombre d'émissions dans l'after qu'on a fait sur la formation des jeunes, on forme pas de bons joueurs, on forme moins de techniques. On a quand même évolué. On a évolué positivement, il faut le dire. Et tant mieux. Hugo, un truc à rajouter ? Non, pas forcément de trucs à rajouter. Tout simplement, passer un petit coucou à mes parents qui m'écouteront très certainement demain. Et puis, vous féliciter encore une fois pour tout ce que vous faites dans l'after et vous passez une bonne soirée à tous. On t'embrasse. Merci Hugo. À bientôt. Et bonjour à Victor. Merci, bonne soirée. Bon, voilà pour le LOSC. Rennes maintenant. Rennes qui avait bien démarré avec Habib Beye, 2 matchs de victoire. Mais bon, là, ce soir, tu te retrouves, là c'est un peu la douche froide, tu te rends compte que tu es toujours 13e. Alors avec désormais 5 points d'avance sur le 16e, donc il y a un petit matelas. Mais enfin, bon. Moi, je pense qu'il peut travailler sereinement. Les 2 victoires qu'il a chopées en arrivant lui ont fait beaucoup de bien. Perte contre Lille, à un moment, avant que ça marque, parce que mine de rien, Lille a quand même marqué assez tard dans le match, je commençais à faire un petit bilan. Je disais, bon, si Rennes sort de ce match
avec un nul à l'arraché. Je pense que ça va lui servir pour le mental de ses troupes. Il ne regardera pas trop ce que l'équipe a produit, parce qu'elle n'a pas pu produire grand-chose, mais elle n'a pas pu produire grand-chose parce qu'elle avait une vraie équipe en face, une vraie bonne équipe de notre championnat. Donc bon, ils l'ont perdu logiquement, et encore plus quand il y a eu le carton rouge. Bon, mais derrière, ça s'est délité. Il faut vite qu'il oublie ce match. La semaine prochaine, il joue Reims. Oui. Et là, il doit. Et là, c'est une équipe, de cadavres. Voilà, tu fais bien de dire, il enchaîne avec Montpellier. Là, il faut qu'il aille chercher encore 2 victoires et il sera tranquille. On lui a confié la mission de sauver le club. Bon, bah, il va le sauver. Il va le faire. Il va le sauver parce que, en fait, il va le faire parce que l'équipe elle a beaucoup plus de caractère. Ça se voit. Elle a du caractère. Ce qu'on a expliqué ce soir sur ce nouveau championnat de vitesse, on va dire, Rennes, faut le dire, c'est sûr, maintenant, fait partie du 2e championnat. Elle ne fait pas partie du même championnat que Lille. Le championnat de vitesse, à partir de quelle équipe vous considérez qu'on est en 2e vitesse? Moi, je dis même que c'est 3 maintenant. Oui, mais il y a 3 catégories. Mais en tout cas, Rennes fait partie d'un autre championnat que celui de Lille. Bien sûr, ils l'ont vu ce soir. En revanche, dans ce 2e championnat, maintenant qu'ils ont été renforcés... À partir de Toulouse, il y a un petit creux. C'est ça, à la 10e place. Tout à fait. Et Brest joue plutôt vers le haut parce que quand ils ont Brest était à 1 point de Lens, Strasbourg. Voilà, et Lens, attention. Parce que 5 points d'écart entre Brest et Toulouse. L'évolution de la composition de l'effectif de Lens peut les envoyer un petit peu ailleurs. Mais en tout cas, il faut savoir juste que Rennes ne joue pas dans le même championnat cette année. C'est terrible parce que c'est comme ça pour eux. En revanche, dans ce championnat du bas, on va dire, avec les renforts qu'ils ont eus et avec effectivement ce que Bay installe en termes d'intensité, de pressing et même d'organisation, et avec un Brice Samba qui quand même ce soir a retardé l'échéance parce que oui, il arrête un péno, il faut quand même le dire. Votre ami Akpom là, oui, mais moi à part le péno, si tu veux, je trouve qu'il fait beaucoup. Non, mais moi oui, ben c'est ça. C'est pas la grande finesse, mais mais c'est bien. Il y a un but, une bonne doublure. Même mentalement, après avoir raté le péno, je trouve qu'il est. Oui, mais c'est une bonne attitude. Mais Rennes va jouer Reims avec la possibilité de les mettre avec la victoire à 4 points et de créer un petit trou. Parce que là, mine de rien, c'est que Reims, qui est quand même dans une traversée, c'est au-delà du désert, n'est qu'à 1 point de Rennes. Ils ne sont qu'à 1 point de Rennes. Donc tu les bats. Tu les écartes et là tu te mets dans le ventre mou là et tu termines la saison en bossant pour la suite. Après je répète ce que qui sera de toute façon une saison terrible pour Rennes. Ouais, voilà. Terrible par rapport à l'argent dépensé, l'investissement, le projet, les ambitions. C'est une très mauvaise saison pour Rennes. Il y a deux choses, c'est que je pense qu'ils avaient trouvé parce que Jacquet est ressorti, mais il y a Oro qui va normalement quand même commencer à jouer à un moment donné, parce que là il y a Jacquet qui est sorti sur blessure et Wu qui est expulsé. Oui. Donc les fameux 3 derrière là déjà il va falloir retravailler ça. Mais disons qu'il a trouvé de la solidité. Mais quand même, ce soir, les satisfactions des matchs précédents contre des équipes moins fortes, à savoir Djaoui Cissé et Koné, n'ont pas été à l'aise. Et loin de là, ils ont été même mangés dans le jeu intérieur. L'autre problème, c'est devant. Et ça, c'est pas du tout réglé parce que je te dis, même avant, il l'avait reconnu. Contre Strasbourg, c'est une victoire miracle. Et offensivement, c'est beaucoup trop faible pour la Ligue 1. Beaucoup trop faible. Tu n'aurais pas gagné Rennes, toi? Pourquoi? On va revenir là-dessus, mais moi je les ai vus bien et mal. Quand on parle de l'économie de notre foot, quand on dit que pendant des années on a donné des salaires, on a fait gonfler des masses salariales et on a fait des recrutements qui n'avaient pas lieu d'être ou qui étaient faits en dépit du bon sens, Kalimundo quand même, 25 millions Kalimundo pour ce qu'il fait dans une saison. Je ne sais pas dans quel contexte il pourra être bon, parce qu'on disait un peu la même chose de Gouiri, et à Marseille, pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, mais Kalimundo, je ne sais pas ce qu'il a en lui, mais quand même, les saisons s'enchaînent. C'est vraiment pas terrible. C'est pas terrible. Hein. Et il avait coûté le prix d'un très bon attaquant, quand même. Ouais, rappelons... j'ai oublié ce que je cherchais, c'est vrai que j'avais oublié son passage à Lens. Même 5 buts, Lens, c'est là où on se dit, bon, il va peut-être prendre le virage. Alors, au passage... Kalimundo, est-ce qu'il a mis 5 buts cette année? Je ne sais même pas s'il a mis 5 buts cette année. Si, je pense. Cette année? Je pense qu'il tire les pénaux. Je pense qu'il tire les pénaux, donc il doit être... il en a mis 10. De toute façon, c'est parfaitement insuffisant. Il en a mis 10. Ok, très bien, mais c'est insuffisant. 9 en championnat, 1 en coupe. Et juste pour info, je te parlais de la blessure de Jacquet. En fait, il y a déjà des joueurs qui devaient être suspendus pour le prochain match. Samba, Ludovic Blas et Christopher Wu. Donc, seront absents en plus de Jacquet. Enfin, j'imagine, parce que vu ce qu'il a eu, pas simple. Mais bon. Jacquet, à une époque, il y avait un joueur qui s'appelait Jacquet au Havre. Il jouait avec Pain. Vous vous souvenez de cette association?
Sérieux ? Oh, alors là, ça m'étonne de vous. Vous vous souvenez de le bœuf et steak et pas de pain Jacquet? Pain, non. Moi, je me souviens de manteau et bonnet au Havre. Au Havre, il y a eu pain et il y a eu Jacquet avec. Alors, faites une demande à Jérôme. Manteau et bonnet, on peut jouer en même temps. Manteau et gilet, on joue ensemble. Manteau et gilet, alors peut-être. Mais pain et Jacquet aussi. Tiens, Bruno Genesio est en direct. Jérôme va vérifier, va te le dire. On va pouvoir l'écouter. Bruno Genesio. Il a passé différentes étapes avant il parle de Bentaleb. Qu'on puisse espérer qu'il reprenne la compétition, mais étant donné que ça ne s'était jamais produit en France, il y avait toujours une part de doute. Et on a eu la bonne nouvelle mercredi dernier de la part de la commission qui est chargée de ça. Et forcément, ça a été déjà une vraie victoire pour lui, parce qu'il est passé par des moments terribles. Pour nous, évidemment. Et voilà, ce soir, c'est quelque chose, encore une fois, comme je vous dis, c'est difficile d'en parler, en fait, parce que c'est assez incroyable et assez improbable d'imaginer que ça peut se passer comme ça. Voilà, donc, en tout cas, c'est une belle histoire. Voilà, pour Bruno Genesio. On va peut-être écouter une autre réponse, sans doute une question à venir sur la performance du LOSC. On va voir ce qu'il répond. Donc on n'entend pas les questions, malheureusement. À Bruno Genesio, qui est en conférence de presse. Bon. Allez, on arrive. Oui, on a eu beaucoup de pépins de dernière minute. Et on est arrivé ici avec un groupe, encore une fois, très, très diminué. Chouba a été généreux, il a beaucoup pesé sur la défense adverse. Il aurait pu se décourager lorsque vous ratez un penalty. C'est jamais simple de switcher et de se remettre mentalement dans la partie, mais il a su le faire. Je pense que le fait qu'il y ait la mi-temps tout de suite, ça a été important. Tout le monde l'a encouragé, tout le monde a été derrière lui, et il a continué son travail de sape, et il a été récompensé par un but, et il a apporté beaucoup de présence sur ce match, beaucoup d'appels en profondeur. Il a varié les appels en profondeur, la fixation. Il nous a amené aussi sa qualité de jeu dans le jeu aérien. Voilà, mais c'est vrai que j'aime pas trop sortir un joueur lorsqu'on fait ce genre de performance, parce que pour moi c'est vraiment le groupe qui a répondu présent, ceux qui ont débuté, ceux qui sont rentrés. Et il y a beaucoup de satisfaction ce soir, surtout après les deux désillusions qu'on avait vécues la semaine dernière. Voilà pour Bruno Genesio. Concluons sur Rennes avec Paul, le 32-16 qui est là. Salut Paul. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Salut Paul. Bon, douche froide ce soir, on l'a dit. Paul, qu'est-ce que tu veux retenir, toi ? Bon, déjà, douche froide, moi je dirais que non, parce qu'on était convalescents. Et ça aurait été, je trouve, il y avait peut-être une petite hype parce qu'on avait 2 victoires et c'était bien. Mais il faut relativiser. Là, il y avait un gros morceau qui arrivait. Donc déjà, la belle histoire est récompensée. Moi, je m'associe à ça parce que Bentaleb, c'est un joueur que j'aurais voulu avoir à Rennes, surtout après le match qu'il nous avait mis il y a quelques années. C'était son dernier but d'ailleurs, avant ce soir. C'était chez nous. Il avait fait un gros match avec Angers. Déjà, il était très bon à ce moment-là et même avant. Mais on voit aussi que ça va être compliqué jusqu'à la fin de l'année. Les vrais rendez-vous, ça va être Reims et Montpellier. Après, il y a Paris. Donc Paris, ça sera encore un peu comme Lille, ça sera bonus. Mais on voit des choses quand même où le petit Jacquet, limite, est déjà indispensable parce que le but, c'est quand même quand on se remet à 4 et on voit que la gestion de la profondeur, notamment avec O, c'était plus compliqué à 2. Ottenbourg, quand même, ce qu'il nous fait à 2-0. Alors, je pense que le match était déjà plié. Attebourg, on connaît même pas les prénoms à Rennes, c'est ça qui est, enfin les noms de famille. Ils sont que de passage et on espère le moins longtemps possible, et notamment lui, parce que on en a. Ostingard nous manque pas, mais lui il va pas nous manquer longtemps non plus parce que on est à 9. Il y a notre Kyogo qui est au bord du terrain, qui est en train de se faire soigner, et il nous fait une course encore abracadabrantesque, donc c'est très très compliqué. Donc j'espère que Anthony Rowe sera aussi bon. Mais Brassier, c'est plus rassurant quand on voit les 3, mais on voit qu'on peut plus jouer à 4 non plus derrière. Ça sera ce système-là jusqu'à la fin de l'année. On aura du Alter-Marie aussi, je pense, c'est du Montpellierin, on le connaissait à Montpellier. C'est le même style de joueur pour moi, il va avoir du déchet devant. Donc ça va être compliqué. Moi je crois au discours d'Habib Beye, parce que je pense que c'est un garçon très intelligent
et il va remettre d'équerre. Mais comme disait Daniel, c'est une saison qui sera manquée quoi qu'il arrive, et faut pas espérer autre chose. En fait, il faut commencer à préparer la suivante. Oui, mais après, on va pas commencer à s'inquiéter sur le maintien quand même. Non, ils vont se maintenir. Non, pour Rennes, non, moi je m'inquiète pas. Après, il y a des choses quand même qu'il faut regarder, c'est que on parle de mercato. J'avais fait ce point sur Biret pour dire, tiens, tu prends un mec qui est tout de suite opérationnel, qui est fort, qui est bon, qui est visé, avec lequel tu vises juste. Là, tu prends Rouault, pas de bol, le mec se blesse, donc tu l'as pas. Et je voudrais faire un petit point et un focus sur Seko Fofana. Parce que Seko Fofana, il n'est pas arrivé en forme, loin de là. Il n'est pas du tout en forme quand tu le vois courir. Il a, à mon avis, joué blessé un peu au départ. Le saoudien, on le sait, est largement supérieur à l'Américain, si on en croit les plus grands experts du monde. Mais tu vois, après, il y a une différence parce qu'on a récupéré parfois des joueurs et on s'est étonné qu'ils soient physiquement au point. Là, Fofana, c'est insuffisant depuis qu'il est arrivé. Il a joué très très vite, un peu pour dépanner, et en plus à une position qui n'était pas bonne, alors qu'à mon avis physiquement il n'était pas encore au point. Là il a eu encore un souci dans la semaine, ce qui explique qu'il jouait pas. Il est rentré sur le terrain, il fait un peu son âge, il n'est pas si vieux d'ailleurs, mais en tout cas c'est dur. C'est une question. Voilà, le Fofana qu'on voit en ce moment, c'est pas un joueur à mon avis qui peut être titulaire en Ligue 1 avec l'intensité. Parce que le Fofana qu'on a quitté, nous, espèce de je sais même pas comment dire, moissonneuse batteuse au milieu de terrain là, qui ramassait tout. Et c'est beaucoup lié à son physique. Et c'était beaucoup lié à son cardio, à son physique aussi. Bien sûr. C'est un bon joueur, hein, évidemment, c'est un très bon joueur de foot. C'était l'incarnation du box-to-box de la Ligue 1. Voilà, on est à des années-lumière. Il n'est pas prêt du tout. Là.